environ 30 jours, on arrive à monter aux 10 000 de MRR. On fait pas un petit sas, c'est que chaque détail sur un sous-titre, un import de vidéo, chaque étape, en fait, techniquement, c'est hyper dur comme produit. C'est comme si tu construisais un mur et que les fondations de ton mur elles étaient déjà bancales. Si tu rajoutes des trucs dessus, au bout d'un moment ça va forcément péter un jour ou l'autre. C'est pas parce que t'as une technique de zinzin que tu vas faire énormément d'argent. Des fois, il y a des trucs tout cons, des apps tout cons qui font énormément. J'aime bien Flub ce qu'il dit aussi dans mon podcast 100%. Il est là pour marquer sa génération. Moi, je suis là pour marquer Internet. Bienvenue à vous aujourd'hui pour un épisode spécial. On est avec l'équipe Sendshort. Ça fait du beau monde. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça où on est 4 tous ensemble. Pour rappel, Sendshort, c'est parti de zéro, comme beaucoup de choses, que ce soit côté dev ou marketing dans les SaaS. Et on a réussi à atteindre la barre de plus de 100 000 utilisateurs. Et on est parti surtout de 200 € de serveur. On est ici pour tout vous montrer aujourd'hui, laisser l'équipe se présenter et expliquer chacun sa partie, comment il a commencé et derrière, comment on va continuer à scaler et pousser l'aventure Sendshort. Moi, si vous ne me connaissez pas, c'est Vincent Lonzi ou aussi Bichente. Marque e-commerce world et avec Sendshort ici, tous ensemble. Je vais laisser Romain sur ma droite commencer à s'introduire. Et salut à tous, donc moi c'est Romain, premier développeur de Sendshort on peut dire. Et du coup c'est avec Vincent, on a commencé l'aventure Sendshort tous les deux au début, avant de recruter nos jeunes associés. Et donc voilà, nous l'idée c'était de créer un produit. De base on partait pas sur un SaaS, on en reparlera plus tard. Et voilà, donc moi j'apporte tout ce qui est technique etc. Au début j'ai apporté tous les choix techniques qu'on a fait. Axel est venu complémenter tout ça par la suite. Mais on expliquera au fur et à mesure tous les process qu'on a mis en place, comment c'est parti, pourquoi on a fait tel choix, etc. Mais pour l'instant, c'est les présentations. Et donc, Hugo. Moi, c'est Hugo, du coup, associé sur quelques projets depuis quelques années avec Vincent. L'homme de l'ombre est là. Et on s'est lancé sur Sendshort. Il m'a appelé, il m'a parlé du projet avec Romain. Et je me suis dit, let's go, encore une aventure. Une de plus. Ouais, donc voilà, moi je m'occupe surtout de la partie produit en général parce que j'adore ça et la partie aussi placement. Donc voilà principalement que je fais chez Sendshort. Moi c'est Axel, deuxième développeur de Sendshort, le dernier et le plus jeune de l'équipe. C'est le jeune crack. Le jeune crack. J'ai rejoint l'équipe après les 3 associés. On racontera peut-être le process de comment ça s'est fait. Mais voilà, yes. J'accompagne Romain pour le dev de Sendshort. Au top. Ils ont mis un visage sur nos noms. Qui fait quoi? Pour récap, développeur, premier développeur, deuxième qui nous a rejoint Axel en cours, et Hugo avec lequel je suis associé sur de plusieurs projets et nos projets en général. Donc moi je pense que Romain on peut partir un petit peu sur comment est venue l'idée de Sendshort, comment on a commencé et surtout une petite anecdote, c'est qu'on part d'un Discord, donc on peut le dire encore une fois, merci Internet, parce qu'on part du même Discord où on s'est connus, donc il y a des années. Hugo, Romain et moi dans le même Discord, et aujourd'hui on est ensemble ici à Cannes pour Ray qui est passé un moment avec Sendshort et se dire ok on a créé une compagnie, enfin une boîte qui a une très bonne valo, qui est présente tous les jours en tout cas sur le marché français au niveau des shorts, et notre pari il est réussi. On va être là pour tout vous expliquer de A à Z sans filtre parce que on n'a rien à cacher. Puis surtout si ça peut donner envie à d'autres personnes de faire pareil et de se lancer. Justement nous on est là pour expliquer en fait toutes les étapes qu'on a mis en place pour arriver jusque là où on en est aujourd'hui et pour pas que vous refassiez les mêmes erreurs que nous on a fait et pour que vous puissiez aller plus vite aussi. Let's go. Romain, l'histoire. Du coup, l'histoire elle commence l'année dernière. Avril, ça doit faire à peu près un an pile. Du coup comme Vincent il a dit, on se connaît depuis 2019, on traîne sur les mêmes Discord depuis 2019, mais on n'avait jamais été associés on mange des cartes graphiques ensemble. Voilà. Et big up au cercle s'il y en a qui regardent de l'époque. Et du coup un jour parce qu'on habitait pas très loin, du coup on se dit vas-y on se capte et tout, et donc on se voit machin, on parle bien, le contact passe bien et on se dit à l'occasion on fera un projet ensemble et tout si l'occasion se présente. Ok, donc passe plusieurs mois et on arrive avril 2023. Moi j'ai commencé, j'ai fait une reconversion. Avant j'étais pas du tout dans le dev et j'ai commencé une reconversion en dev. Et du coup j'ai envie de faire un petit projet et tout à côté. Et on commence à voir que TikTok ça commence à péter, etc. Qu'on voit
Andrew Tate, des Alexis Chance, des Yomi, etc. qui commencent à prendre une influence de fou sur TikTok. Et nous, on se dit, il y a un truc à faire avec des comptes riposte de ces comptes-là, etc. On peut automatiser la création de contenu et nous surfer sur la vague en fait de ce truc-là. Et faire un petit bot de notre côté où en mode ça crée des comptes automatiquement, ça poste automatiquement, etc. Et moi, vu que je commence un peu à bidouiller en dev, je me dis ouais, ça pourrait être un petit projet sympa et tout. Et donc on commence le truc et là, ça commence à être pas mal. Et on se dit putain, ça pourrait être bien si ça servait à... En fait, ça pourrait servir à d'autres personnes, quoi. D'autres personnes qui en auraient vraiment besoin pour leur propre contenu. Et ça pourrait leur accélérer le taf de fou. Et donc là, on réfléchit et tout. On se dit, faut qu'on en fasse une app, quoi. Et là, c'était pas le même level. Après, transformer un petit bot tranquille en app complète, là, c'est pas le même niveau. Ouais, bah pour revenir dessus, on se capte. Le feeling, il passe bien. On dirait un date. De fou. C'était un date Petit Oui. date. à la pizzeria. Petit pizza et puis on est parti pousser ensemble à la salle. Et à l'occasion, on s'est dit ok, bah peut-être si un jour tu commences à dev, peut-être il y aura une idée ou quelque chose à faire. Et il me dit donne-moi du taf, genre je sais pas quoi dev pour m'entraîner. Et je dis bah tiens, essaie de trouver une merdouille ou un truc vite fait pour faire du riposte quand on voit bah des Alexis Chen et d'Andrew Tate péter grâce à des comptes riposte. On se dit bah je suis sûr on peut leur donner une solution. Du coup tu commences à développer et tu arrives à bidouiller. Pour la faire vite, tu trouves quelque chose à me présenter au bout de 3 mois, je pense, facile. De dev de En 2-3 vrai, mois. ouais, parce que du coup, Si tu là, partais je de pense, zéro. on lance cette idée, c'est vers janvier 2023. Et du coup, bah, moi j'étais déjà avec Axel dans ma classe, parce que Axel, on se connaît, parce qu'on était dans la même classe Ouais. de dev. Et donc, lui, il trouvait ça cool aussi de faire des petits bots pour TikTok et tout. Donc, en fait, on commence à faire des petits trucs de notre côté. Ouais, on se donne des tips entre nous. Ouais, voilà. Et on regarde déjà, par exemple, comment télécharger automatiquement des vidéos depuis TikTok, des choses comme ça. Mais c'est rien à voir avec le Sendshort, quoi. Donc pendant 3 mois, là, jusqu'à avril, en fait, on cherche à créer un bot. C'est vraiment à partir d'avril où on se dit, il faut qu'on transforme ça en SaaS. Et là, c'est là que tout a commencé, en fait, en avril. Moi, je savais pas encore comment trop faire une app web. Donc de avril à mai, j'ai pris une formation où j'ai appris à bien faire du web, parce que je me suis dit, si on fait un SaaS et tout, faut quand même que ça soit assez carré. J'avais quelques notions, mais bon, c'était un peu bancal. Je fais la formation, puis là, je me dis, bon, allez, let's go. De toute façon, ça sert à rien de tergiversé pendant 4 ans. Donc on lance, je me mets dans le dev et tout. Et le dev commence. Au final, au bout de 2 mois, donc l'application elle était à 75-80% je pense. Mais je vois que pour tout ce qu'on voulait faire, en fait, c'était beaucoup trop gros pour moi tout seul en fait. J'étais débutant et tout, et il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et c'est là que j'ai proposé à Axel, je lui ai dit tu veux rejoindre et tout. Et Ouais, bah- comment t'as réagi quand je t'ai demandé ça? Bah, déjà, peut-être le process, comment ça s'est Ouais, fait. vas-y. On était en cours, on a côté ensemble, et je le voyais, il travaillait toujours dans son coin sur Sendshort. Moi, je regardais un peu du coin de l'œil et je lui disais, tiens, ça serait bien, des trucs comme ça par là, des trucs comme ça. Je lui donnais des petits tips ou des petits Ouais. enfin ma vision des choses, Ouais, de ouais, comment c'est ça vrai. pourrait se passer. Je sais pas si t'en souviens. Et puis, je sais plus, je me souviens quand j'étais dans le train, je revenais du taf. Là, je reçois un message de Romain, un bonjour. Est-ce que tu veux rejoindre la team Sendshort? Et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je savais que c'est un projet. C'est vrai que comme tu l'as dit, on a un peu commencé genre en mode à faire des petits bots TikTok, chacun de notre côté, à se donner 2-3 tips et tout. Et ouais, voilà, c'est un peu de là que c'est parti. Ah, voilà. Et entre-temps, on avait pris Hugo avec nous. Yes, Avant ça. je vois, comme d'hab, hein, je fais des trucs un petit peu en sous-marin et quand c'est le bordel ou un truc concret, je l'appelle et il rejoint le truc. On avait bien poussé cette fois, tu vois, il y avait un truc présentable. C'est vrai, ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est que les gens peuvent se dire, ouais, faire un logiciel, c'est méga galère. Et là, faut quand même se dire que nous deux, on vient du e-commerce à la base. On a commencé avec Romain, qui était le seul développeur du projet. Ça faisait combien de temps que tu développais? Ça faisait 6 mois. Et aujourd'hui, on en est là, quasiment 1 an après. Donc les gars, franchement, si vous avez une idée de logiciel, associez-vous à quelqu'un. Trouvez quelqu'un, franchement, quand tu le trouves, c'est bien. Ça peut être compliqué, mais nous ça allait en fait avec Romain. On se connaissait depuis quelques années, on savait que c'était quelqu'un de carré, mais franchement si vous avez une idée de projet, associez-vous avec une bonne personne en développement et il y a moyen de faire quelque chose de très solide. Ouais, et surtout moi je veux revenir sur un truc, je pense que là on a posé un petit peu, on va approfondir comment quelqu'un peut trouver une idée après, mais surtout sur la partie association, nous on le voit parce que sur un de nos projets on fait appel à des développeurs en presta externe et en fait c'est le jour et la nuit au niveau de leur implication et, c'est clair. et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Et quand le chantier
est colossal. Et puis même en parlant de si on avait dû payer en termes de TJM le développement de Sandshort, on serait à plus de minimum 50-70K minimum. Bah, largement. Largement. Avec des gars beaucoup moins impliqués, qui mettent Voilà. du cœur à la tâche. Donc très sincèrement, je pense que Sandshort là, avec les nouvelles features et tout ce qu'on a mis en place récemment, ou ce qui va sortir sur je pense que ça sera sorti quand tout le podcast, la vidéo sera en ligne. C'est sûr je pense qu'on tape bien les 100K de dev. Concrètement. En vrai, tu prends un an de dev déjà, un seul mec qui dev un an. Après, toi, t'étais junior, entre guillemets. Je pense que ça serait passé plus vite avec quelqu'un qui était dans le milieu depuis longtemps. Ouais, c'est sûr. Tu vois, Bah, t'es une fraude. C'est sûr, donc, ouais, je pense, ouais. Après, il faut le savoir, genre, dans ce domaine-là, t'apprends tout le temps. T'arrives jamais au plafond de. T'as toujours quelque chose à améliorer. T'es jamais, comment dire, tu peux toujours progresser. Tu stagnes jamais. Dans tous les domaines, je pense que c'est pareil, mais encore plus dans le dev. Parce que par exemple, tout à l'heure, je me réveille le matin, je me fais mon caf. Et je vois Axel déjà en train de coder sur le PC ici. Je me dis, waouh, le zinzin. On s'est couché un peu tard, un petit peu fatigué, mais Ah, je me suis réveillé un peu tôt ce matin. il s'est réveillé un peu tôt. J'ai envie de coder. Non, mais pas c'est. nous le dire hier soir. Et ça. Mais je fais que ça de mes journées en vrai. il J'en rêve la bouffe du nuit. PC. C'est vrai, dans la voiture. J'en rêve la nuit. Il a dit, j'ai rêvé de Sandshort la nuit du code. Et ce qui est important, c'est montrer en gros l'implication des gens dans le projet. Et ça, on revient dans le terme d'association. Et c'est comme ça que le bateau il doit monter. Et pourquoi on a réussi à s'allier. Moi aussi, je suis bon, je pense, pour aller chercher les bonnes personnes, les rassembler et les faire bosser. Je pense que c'est une de mes qualités. Et c'est simple aussi, ça nous est arrivé plein de fois dans plusieurs projets de trouver les bonnes personnes ou au moins l'information. Et on le voit aussi sur les autres choses qu'on a fait. Mais de toute façon, on reviendra bien plus tard sur ce qu'on fait. Il y a encore des grandes surprises qui vont arriver. Au niveau de l'idée, si quelqu'un il a une idée, comment vous pouvez valider une idée ou comment il peut trouver une idée? Je pense, Hugo, j'aimerais bien avoir ta vision market dessus. Bah, comme on l'a fait pour Sandshort, en fait, je pense que la meilleure solution, c'est de répondre à un problème. Là, c'était un problème par rapport à quelque chose qui émergeait fortement depuis quelques années, donc c'était le contenu short. Donc, ça a commencé avec TikTok, et après tous les grands réseaux l'ont repris, donc Facebook, Instagram et YouTube. Envoyer du contenu de partout. Bah, les personnes, en fait, pour faire leur contenu short, étaient obligées de passer par des logiciels de montage, des fois parfois assez complexes, donc ça demandait pas mal de temps de formation pour pouvoir faire quelque chose d'abouti, des bonnes finitions. Donc on s'est dit, vous êtes venu avec cette idée-là, et je me suis dit, bah oui, c'est énorme, il y a tellement moyen, il y a des moyens de faire quelque chose d'incroyable avec l'intelligence artificielle, il y a moyen d'automatiser énormément de choses qui sont faites manuellement et qui sont très chronophages et qui demandent une énergie incroyable. Donc voilà. Pour moi, pour trouver une idée, comme il a dit Hugo, c'est une grosse problématique et qui soit assez grande. Et derrière, en fait, quand on prend l'analyse du marché global, on voit que, par exemple, LinkedIn va suivre avec les shorts et en fait, chaque réseau social, ils ont utilisé et ils sont venus implémenter le format short. Et forcément, tu peux te dire qu'il y a potentiellement un marché en croissance. À long terme, peut-être pas, mais nous, on a sauté sur l'occasion pour se faire la main, entrer dans un nouveau monde et surtout apprendre constamment tous les jours. On sert de levier pour vraiment faire un glow-up en compétences avec Sandshort et répondre aux besoins actuels. Après, au long terme, je pense pas que ce soit l'idée du siècle en soi ou le game changer, mais en tout cas, à mi-terme, si les shorts ça reste tout aussi à la mode dans des années, je pense que personnellement ça va rester parce que ça fonctionne trop et quand tu vois le temps d'attention des gens, etc. Et que c'est vraiment, ils sont accros à ça. Donc. Et aussi, tu vois, le fait où j'ai parlé avec plusieurs personnes qui est pas du tout du milieu, c'est plus des créateurs ou alors c'est des mecs qui dirigeaient des agences, etc. Et qui étaient venus me parler parce que je faisais Sandshort et donc ils voulaient en savoir un peu plus et tout, comment c'était passé. Et les mecs me disaient en fait que eux, le problème c'est que pour faire des shorts, fallait passer par des logiciels de montage. Donc, par exemple, les Premiere Pro, les trucs comme ça, qui sont très très compliqués, où il faut vraiment avoir une bonne maîtrise pour faire des bonnes choses. Après, en un peu plus casual, tu as CapCut. CapCut, en fait, c'est déjà très simple. Pour les gens, c'est encore trop compliqué. Il m'a dit, le mec, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu passes pas par CapCut? Il me dit, CapCut, c'est trop long, il y a trop de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il passe par Sandshort. Parce qu'en fait, il dit Sandshort, en 3 clics, tu as ton truc. C'est là-dessus qu'on s'est positionné pour vraiment les casus qui veulent faire des vidéos, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas de temps à apprendre le montage, etc. Et nous, on s'est positionné sur ce créneau-là. Le problème aussi, c'est vu qu'on s'adresse à beaucoup de gens qui ne sont pas très avancés dans le montage, etc., on le ressent directement au niveau du churn.
et on a eu des gros problèmes. Mais on va parler du côté lancement. Il faut vraiment aller fidéliser des créateurs contenu stable long terme. Donc, ça passe par leur monteur. Du coup, tu dois élever le tool, mais en restant tout aussi mainstream pour un débutant. Et c'est ça aussi le défi. Et je vais revenir sur le 3 clics que tu nous parlais tout à l'heure. Et je pense que la notion de 3 clics, on garde et import, edit, fini. Tu vois, où tu planifies le contenu. Il faut vraiment qu'on reste là-dedans. Et à chaque fois, on te dit, ok, genre non, ça va trop loin, c'est trop poussé. Et c'est un réel défi de donner un outil poussé, mais en même temps hyper simple d'utilisation. Ouais, c'est un casse-tête sans nom. Vraiment, on fait des allers-retours à chaque fois pour essayer de trouver la meilleure disposition de chaque truc. Toi, Axel, comment tu arrives à te dire quand tu vas développer, je fais quelque chose de trop poussé pour la personne, ou alors qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans tous les sens et d'aller rentrer dans le plus technique, parce que tu as vraiment le profil le plus technique en termes de dev dans l'équipe. Et bah, c'est ce que tu viens de nous apporter aussi. Comment tu arrives en même temps à t'adapter et parler dans tous les sens? J'essaie déjà de me mettre à la place de l'utilisateur final. Parce qu'en vrai, c'est pas facile quand tu devs le truc et que tu as la tête dans le guidon. Tu sais forcément comment ça fonctionne parce que c'est toi qui l'as fait. Mais quelqu'un qui va l'utiliser, qui a jamais vu l'outil, lui, c'est vraiment pas inné et faut vraiment l'accompagner, limite le prendre par la main pour lui montrer tout comment ça se passe. Et moi, j'ai un process un peu dans ma tête qui fait que l'objectif, c'est de faire une action. Typiquement, par exemple, générer des sous-titres ou importer une vidéo. Et j'essaie de réfléchir aux moyens, comment la personne pourrait le faire le plus simplement possible, avec le moins d'actions possible. Genre, par exemple, en un clic, comment elle peut faire ça ou choses comme ça. Après, évidemment, il y a toujours des allers-retours. Je vois, par exemple, avec Hugo ou Romain, je demande leur avis sur certaines dispositions d'éléments, des choses comme ça, ou comment ils verraient leur truc, parce que je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir un regard extérieur à ce que tu fais, un regard critique, parce que ouais, comme je l'ai dit, t'as la tête dans le guidon, toi tu sais comment ça fonctionne, mais quelqu'un qui l'a jamais vu, il le sait pas forcément. C'est sûr, c'est hyper intéressant de se dire, ok, il faut que je code, mais il y a des gens qui doivent utiliser ça derrière. Exactement. Et rester hyper simple. On peut re-switcher sur la partie développement, comment on a lancé du coup. Ouais. Donc là, on a parlé bien de l'idée, un petit peu aspect technique, association. Donc on savait ce qu'on voulait faire. On voulait faire une plateforme où la personne elle pouvait uploader sa vidéo, elle pouvait choisir le moment qu'elle voulait dans sa vidéo pour la transformer en short et elle pouvait rajouter des sous-titres dessus pour la rendre un peu plus dynamique. On avait ces 3 grosses actions-là. Ça a été 3 parties différentes dans notre app au départ où il y avait vraiment une partie import, une partie je choisis mon moment et une partie sous-titres. Et ensuite, donc on a commencé à faire ça, etc. Sauf que le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on a trop tout séparé en fait. Et il y avait trop d'attentes entre chaque étape. Il y avait trop d'aller-retour en fait entre différentes parties, etc. Et le mec, il arrivait sur la plateforme, le gars, il était paumé. En fait, il savait pas où fallait qu'il aille, il savait pas quoi faire à quel moment. Il avait des temps d'attente par-ci, par-là, et au final, il nous disait, bah, je dois faire quoi à ce moment-là. Et ça a été notre première erreur. Et tout au début, en fait, quand on a sorti l'app, ça, c'était une grosse erreur qu'on a fait. C'est qu'on n'avait pas un vrai chemin utilisateur coulant, quoi. Ouais, pour revenir là-dessus, il y avait trop d'étapes. Et le but vraiment, c'est revenir sur l'anecdote du 3 clics, réduire un maximum les étapes et revenir à la base, se dire comment on simplifie la vie en quelques clics pour faire des shorts depuis soit du 9-16, soit une vidéo longue. Et comment on réduit un max d'étapes et limite que ce soit cohérent, aussi bon qu'un monteur et qu'il soit plus rapide. Voilà. Et pour un débutant, moi je leur parle souvent de l'anecdote d'Homer Simpson pour que Homer il puisse comprendre. Mais c'est vrai. Ou alors vous me mettez dans le tool. Alors, c'est bien aussi. Je suis un bon case study. Non, mais si on peut reprendre pour le lancement, en fait, parce que du coup, de avril à juillet, on a fait le développement de l'app et on a sorti exactement le 4 juillet. Donc, déjà, petite anecdote. Attends, on a fait tout au dernier moment. La LP, elle a été faite en 30 minutes. Ouais, la LP, elle est sur sortie la veille. Oh là là. Ouais. Non, sur un framer. On a fait un framer de base. Oui, on a fait un framer de base qu'on avait fait nous. Donc, histoire de dire qu'il y avait une LP, quoi, la veille. Et la veille du tool, je veux tester un truc. Je crois le thread, on l'a fait 2 minutes avant. Ouais, la veille du tool, on me dit, ça serait pas mal qu'on affiche le nom, parce qu'on l'avait pas encore mis dans l'app, ça serait pas mal qu'on affiche combien de shorts a fait le mec. Et donc, je lui dis, je vais mettre une indication. Sauf qu'en fait, donc, je mets le truc, et on fait le lancement et tout, et je me dis, je vais quand même tester de faire un paiement pour voir si ça passe. Le paiement passe, sauf qu'une fois que tu payes, tu peux plus utiliser l'app. C'était même le jour du déploiement, ça, non? Bah, on venait de lancer, ouais. Et 5 minutes après, je teste ça, et il y a ça qui se passe. Alors, et là, j'étais en mode... Les paiements marchent pas. Là, c'est chaud. Si, le paiement marche, mais le gars peut plus utiliser. Et là, gros stress de mon côté, j'avoue, parce que j'étais en mode, putain, qu'est-ce qui se passe?
Et ça va au final en 10 minutes. Bon, on n'avait pas eu de paiement donc ça allait. En 10 minutes, j'avais réglé le problème. Mais j'avoue que c'était un des plus gros coups de stress que j'ai eu de ma vie. Mais il y a un mec Vraiment, qui j'avais m'avait les mains qui envoyé- tremblaient sur il le y a un clavier. mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit je peux pas payer. Et du coup pour l'anecdote, parce que c'est des gens qui ne nous connaissent pas sur YouTube, on est parti sur un thread et un lancement Twitter sur mon audience. Donc moi j'avais je pense 6-7K followers à cette époque sur Twitter. Et je me suis dit ok, j'ai pas une faible valeur perçue, j'ai jamais vendu de PDF de merde, j'ai jamais fait de formation de merde non plus. Vous pouvez faire de la formation, c'est pas grave, tant que c'est qualitatif, il n'y a aucun souci avec ça, j'ai pas de problème avec les infopreneurs. Mais je n'ai jamais rien vendu pour remettre le contexte. Et la seule chose que j'ai eu à vendre, ça a été Sendshort sur mon profil. Et en même temps, on a storytellé tout ça en expliquant, comme on le fait aujourd'hui, genre on est des personnes lambda qui sont partis de 200 € de serveur à plus de 100 000 utilisateurs. Donc je pense que pour un premier SaaS défi réussi. Ouais. Et maintenant, on va aller scaler tout ça. C'est pour ça qu'on est venu setup ici. Et du coup, j'ai fait un thread qui est parti en mode vraiment viral. Ouais, il a bien marché. Ouais, marché très très il a bon bien bien. marché, ouais. Mais j'ai posé mon focus dessus pour me dire comment on va faire. Avec Hugo, on l'a relu plusieurs fois. Et on s'est dit, ok, il nous faut la bonne accroche, bien montrer comment ça s'utilise, comment, pourquoi. Il y a eu beaucoup de critiques aussi à la sortie de certaines personnes qui étaient sceptiques et qu'on était un énième tool de merde, entre guillemets. Et il y a plein de gens qui ont fait des choses comme ça et qu'on n'entend plus parler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la vision, ne savent pas forcément où aller. L'effort qu'on a mis à la tâche est quotidien. Travailler constamment, moi faire énormément de contenu pour amener de la visibilité, trouver les opportunités, être en échange constant avec les clients. Et je pense que si tu n'as pas ça au fond de toi, ou tu n'as pas la vision et tu sais précisément alors, c'est quoi les anticipations, c'est quoi les grands défis du marché, c'est quoi la next step, la prochaine étape, c'est hyper compliqué de tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on est tous ensemble dans le même bateau pour le même défi, créer le meilleur outil possible. On peut le dire, moi franchement, c'est le meilleur outil. Genre concrètement, surtout là, ce qu'on a ajouté, c'est le meilleur outil. Ouais. Il y a plein de gens, aussi le défi, c'est de les faire retester constamment parce que tu prends le premier jour, Sendshort, et maintenant, Il y a tellement d'évolution. il y a Bah, tellement justement, au fur et à d'évolution. mesure. Du coup, on lance, en environ 30 jours, on arrive à monter aux 10 000 de MRR. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait la vidéo sur YouTube où on a documenté tout ça. On se mange du churn, enculé. Le churn, c'est les gens qui coupent l'abonnement, tout simplement. Donc, c'est votre pourcentage de gens qui coupent l'abonnement et qui s'enfuient de votre tool. En fait, au début, le churn s'explique assez facilement dans le sens où en fait, on sort l'app et elle est très buggée. Ça s'explique aussi facilement. Ça, c'est que on est tous les deux débutants en dev et on fait plein d'erreurs. Il n'y avait même pas Axel encore. Je suis arrivé- même après la sortie. Moi, je suis arrivé Le- vraiment Ouais, t'as- 2 semaines avant la 2 semaines sortie. avant le je crois. lancement, ouais. On a de la chance parce que nos clients ont été super compréhensifs à chaque fois. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, le mec il faisait un support, dans la minute on lui répondait. Et du coup, en fait, le mec ça le dérangeait pas qu'il y ait un problème parce que nous, direct, on répondait. Et le gars, donc on lui expliquait le pourquoi du comment ça avait planté, qu'on allait régler le problème. Nous, on avait des solutions pour lui régler le problème en direct. Donc le gars, il repartait en 2 minutes, son problème il était résolu. Et c'est pour ça qu'en fait, au départ, on a eu une base de personnes en fait qui nous ont soutenus, qui ont été là et qui nous remontaient les problèmes par-ci par-là, mais toujours dans la bienveillance en fait. Et ça nous a permis de step up le tool au fur et à mesure. On a toujours pris les retours clients en considération. Et le fait qu'on réponde hyper vite, c'est ce qui nous a permis de ne pas nous cracher en fait et de pouvoir garder cette base de clients solide de base. Tout à fait. Même moi, j'ai plein de clients que j'avais sur WhatsApp en direct. Je te transférais directement sur WhatsApp les messages, Ouais. les idées, ce qu'ils voulaient nous apporter. Et ce qui est hyper important, c'est que j'ai fait un nombre de calls avec des utilisateurs monstres. Et petit tips, fermez votre gueule et regardez comment ils se baladent sur votre app. Moi, j'ai du mal à un peu à me taire des fois. Mais j'ai appris. C'est eux et leur comportement qui a raison. C'est comme le marché en marketing, c'est pas nous. Genre, c'est vraiment ce que les gens, comment ils réagissent. Faut mettre son ego de côté là. Ce que t'as fait, si c'est nul, c'est nul et peu importe le temps que tu as mis. Quand les mecs te disent, quand plusieurs mecs te disent que ça va pas, ça va pas. Et... Pour vous dire, il y a certaines parties, on les a refait 3 fois depuis le début. Des fois, on s'en ressort les images de comment c'était au début. On se dit, mais pourquoi on avait fait Mais ça? comment c'est possible d'avoir sorti ça? Des fois, limite, j'ai honte. J'ai honte. Mais, mais en vrai, si tu sors ton MVP, donc tu peux définir ce que c'est un MVP? MVP, donc c'est la première version de l'app que tu vas sortir. En fait, c'est pour te tester. En fait, tu sors une première version de ton app qui est
pas complète. En fait, le but d'un MVP, c'est de juste sortir ta fonctionnalité principale. Comme ça, toi, tu vas pas avoir mis trop de temps de dev dans le produit et tu vas pouvoir tester si ton produit commence un peu à prendre, etc. Si tu as des bons retours, que ton produit commence un peu à prendre, là, bam, tu peux focus dedans. Si ton produit prend pas du tout, etc., bah, tu passes à autre chose et au moins, tu n'auras pas perdu trop de temps à t'entêter sur un produit qui, au final, fonctionnera pas, quoi. Ouais, et je pense que si t'as pas honte de ton MVP, c'est pas MVP. Hein. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas mal, ça. Mais comme quoi, Mais c'est important quand aussi, même, je pense. faut pas aussi. En fait, le but aussi, c'est quand tu fais ton MVP, c'est de pas attendre le produit parfait non plus. Parce que par exemple, comme la preuve, nous, on a sorti nos trucs, il y avait des bugs au large, et au final, ça nous a pas empêché de. Alors, on le récupère un peu quand même aujourd'hui, dans le sens où les premiers clients qui On ont a semé les testé, pots cassés. Hein. les premiers clients qui ont testé, ils ont encore cette image-là de Sendshort, alors que le produit, il a plus rien à voir aujourd'hui. Donc, c'est clair qu'on traîne ça derrière nous. Mais ça ne nous a pas empêché de le sortir. Et au final, si on avait attendu que ça soit parfait, on aurait attendu 6 mois de plus. Et voilà, on n'aurait jamais eu la. Dans tous les cas, quand tu lances ton truc, tu peux pas avoir. Tu as très peu de chances d'avoir directement la bonne vision. Et c'est les clients après qui te l'apporteront. En fait, les utilisateurs, ils t'apporteront la bonne vision à avoir. Parce que au final, ton produit, il est là pour répondre à leurs besoins. Il faut être proche de ces utilisateurs. Et ce qui est hyper cool, et je voulais revenir tout à l'heure sur la partie bienveillance, c'est les mecs aussi qui m'ont soutenu et qui ont payé, c'est parce qu'ils connaissaient le taf et ils ont découvert sur Sendshort. Plus, on a vraiment créé une espèce de product market fit, on peut le dire, ou en tout cas une offre qui fit. Peut-être pas c'est un vrai product market fit pour certaines personnes, mais en tout cas c'est une offre market fit pour un segment de personnes. Et il y a des gens qui m'ont dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, quand tu sors et tu vois ça, tu dis ok, il se passe un truc, et derrière ça te permet de renchaîner. Donc lancement via personal brand, donc les gars, genre je pense que c'est hyper important que quelqu'un se mette à la tâche en 2024 et crée du contenu. Je pense que c'est hyper important. Il faut au moins quelqu'un dans la team pour le faire. C'est un gros levier, c'est un gros glitch, et surtout en termes de réseau, ça ouvre énormément d'opportunités. D'ailleurs, ça m'a poussé à montrer que je pouvais utiliser le tool moi-même avec les podcasts 100%. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce que je ne l'ai même pas dit en intro. Likez et commentez, soutenez-nous. Et puis surtout, en fait, ça t'apporte un levier hyper rentable dans le sens où au final, c'est du trafic que tu garderas à vie, toi derrière, et que tu ne payes pas au final. Donc c'est un des moyens les plus rentables en fait d'obtenir du trafic. Et même, tu partages et tu laisses une image. Et j'aime bien Flub ce qu'il dit aussi dans mon podcast 100%. Il est là pour marquer sa génération. Moi, je suis là pour marquer Internet. Et c'est pour ça qu'on est là ici. Je pense qu'on peut revenir sur un point. On va lister tous les problèmes qu'on a eu et comment on a fait face à tous les problèmes. Romain, à toi l'honneur. Parce que je pense que c'est toi, tu en as eu le plus avec Axel. En gros, de base, quand on a lancé l'app, on a voulu faire nous-mêmes nos serveurs de process de vidéo en fait. Et le problème c'est que le truc qu'on utilisait, c'était en fait le montage vidéo, c'est quelque chose de très compliqué techniquement. Et le faire nous-mêmes en fait, ça a été très bancal dans le sens où on était très sensible en fait aux caractéristiques des vidéos. Et souvent en fait ça pétait, il y avait plein de choses qui cassaient, etc. Le jour où on a trouvé quelque chose pour résoudre ça, ça a été un soulagement parce que de 1, ça a accéléré les traitements. En fait, par exemple, les trucs qu'on utilisait, on pouvait mettre jusqu'à 5 minutes pour sortir une vidéo. C'était horrible. Et en plus, ça nous coûtait super cher. Donc, c'était vraiment pas petit. Et le jour où on a trouvé comment régler ça, donc on a arrêté de faire nous-mêmes. On a trouvé quelque chose qui pouvait le faire à notre place. Toute la partie montage, en fait, le gars qui créait ça, lui, c'est sa spécialité. Donc, nous, on utilise ton outil. Et ce qui fait qu'on est passé de traitement vidéo de 5 minutes à 30 secondes. Et donc là, ça nous a clairement sauvé l'app en fait. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Il y avait largement moins de problèmes. Donc cette partie-là, déjà, c'était une grosse épine du pied enlevée sur toute la partie montage vidéo. Ensuite, une autre erreur qu'on a faite, c'est qu'on a voulu... Au début, on faisait la course à la feature. En fait, on implémentait une nouvelle feature par semaine. On rushait le développement des features. Des fois, ça sortait, c'était bancal. Souvent, on les a sortis. On voulait faire la feature, mais on n'avait pas réfléchi à son intégration dans la globalité de l'app. Et je pense notamment à la feature des b-roll qu'on avait fait. Elle a détruit le tool. Où en fait, ça te cassait complètement le chemin utilisateur. Où en fait, le mec, donc il uploadait sa vidéo, il choisissait son moment, et là, après, il arrivait sur une partie qui ressemblait à la partie sous-titres, mais qui permettait juste de choisir ses b-roll. L'étape pour... En fait... il aurait fallu calculer le truc, c'est l'étape qu'on a rajoutée par rapport aux gens et le pourcentage de gens qui allaient utiliser ça. Genre. Ouais. C'est complètement con. Ouais. Et en fait, du coup, tout le monde passait dessus. Et sauf que
les gars ils comprenaient pas, ils se disaient mais je peux pas mettre mes Mais sous-titres et tout, donc, et en fait fallait cliquer sur la suivant. partie Et là- B-roll, en gros, genre maintenant, on l'a intégré, vous pouvez voir dans le tool, où Ouais. c'est une mini partie dans une partie, où on a tout segmenté, tout refait, et on a tout réduit les étapes en une seule page. Ça a été le game changer sur le tool actuellement. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les B-roll, c'est vos propres images et vidéos que vous pouvez insérer pour illustrer vos propos dans un short, par exemple. Voilà. Donc, voilà, fallait définir aussi ça. Je veux revenir, moi, sur la partie feature et la course aux features. En fait, c'est pas parce que tu vas sortir plus de features que tu vas attirer plus de gens et que ça va faire monter ton MRR, tu vois. Sinon, en fait, tu es dans une espèce de rat race de features. Parce que forcément, il y a toujours quelque chose à faire sur ton tool. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Il faut juste te dire, OK, c'est quoi qu'on doit mettre en place pour 80% des gens sans les perdre et comment réellement leur réduire le maximum de friction, de frustration et leur créer le produit parfait pour ces personnes-là. Je pense que niveau product, Hugo, tu gères mieux ça que nous. Comment toi, tu arrives à te positionner à la place de la personne et comment on a réussi à arrêter d'être dans la course aux features pour revenir à la base. OK, on a pris une décision radicale. Maintenant, le tool, il est en one page d'ici là. On sacrifie 2-3 mois de market pour faire ça. Mais il faut revenir à la base et ensuite, on peut s'attaquer à relancer du marketing et tout ce qu'il y a derrière. Bah, en fait, ouais, au début, on s'est dit on va remplacer le logiciel de montage classique. On s'est dit on va prendre toutes les features qu'il est possible de faire sur ces logiciels-là et on va les intégrer à SendShort au lieu de se dire bon, qu'est-ce qui intéresse principalement les gens et mettre notre focus là-dessus. Par exemple, la partie sous-titres, on l'a créée. Elle n'était pas incroyable, mais elle était pas mal quand même. Et au lieu de se dire on va la maîtriser à 100%, et ben on s'est mis à faire d'autres petites features derrière et les enchaîner en plus comme tu as dit Romain avec parfois quelques features assez bancales et ouais, bah là on s'est dit directement il y a un souci, il faut qu'on repose nos cerveaux. Et en fait, comme il dit Vincent, comme il dit Vincent, c'est que on était dans cette course à la feature, donc dans cette rat race de features, et le but, en fait, on n'avait pas compris que c'était pas ça qui allait réduire notre churn. En fait, ce qui allait réduire notre churn, c'est le fait que ce qu'on avait déjà, c'est que ça corresponde exactement à ce que voulait notre client, que ça soit fluide, que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, on avait des trucs qui fonctionnaient à 80%, donc on se disait c'est ok, on peut passer sur le reste. Sauf que en fait, ça suffisait pas d'avoir ces trucs-là qui fonctionnent à 80%. Et donc nous, on continuait de rajouter des features sur un truc bancal. Et au final, ça faisait que le tout était tremblotant au final. Et c'est là-dessus qu'on s'est perdu au début. C'est comme si tu construisais un mur et que les fondations de ton mur, elles étaient déjà bancales. Si tu rajoutes des trucs dessus, au bout d'un moment, ça va forcément péter un jour ou l'autre. Et ouais, je pense que la course à la feature, c'est vraiment un des plus gros problèmes qu'on a eu. On s'est pas vraiment posé assez pour réfléchir chaque process. Puis même nous, en tant que dev, je parle, tenir la cadence, sortir une feature par semaine, c'était même nous, c'était pas très reposant. Et du coup, il y a des trucs qu'on faisait un peu à l'arrache parce qu'on devait tenir le rythme en soi. Et je pense que si c'était à refaire, bien prendre le temps de développer chaque truc, quitte à ce que ça prenne plus de temps que prévu. Faut que ça prenne du temps, mais au moins on sort le truc parfait et il n'y a pas de problème derrière. Après, on faut rester, je pense, dans la logique du 80-20. Moi, bon, c'est le côté un petit peu marketeur qui ressort, mais c'est sûr que l'image du mur et ses fondations, c'est la meilleure chose à avoir et comprendre. Aussi, au niveau de l'aspect technique, on fait pas un petit sas, c'est que chaque détail sur un sous-titre, un import de vidéo, chaque étape, en fait, techniquement, c'est hyper dur comme produit. Et c'est hyper large et c'est hyper varié au niveau des besoins d'utilisateurs. Si on le voit par exemple avec Hugo, on est sur autre chose, sur un de nos projets e-com, où il y a un petit peu de bidule de SaaS derrière, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, par exemple, on serait allé dans un SaaS B2B au niveau pour envoyer, je ne sais pas, de la collecte de données ou aider vraiment concrètement des gens sur un aspect prospection ou de ce type-là. Je pense que niveau technique, ça serait beaucoup plus simple. Et il y a un truc qui est fou, c'est pas parce que tu as une technique de zinzin que tu vas faire énormément d'argent. Des fois, il y a des trucs tout cons, des apps tout cons qui font énormément. Parce que ça répond parfaitement à un large besoin. C'est market fit, c'est rapide. Et surtout, la vidéo, dans le secteur où on est dans du SaaS, il y a de bonnes marges, mais c'est réduit quand même parce qu'il y a énormément de traitements vidéo, il y a énormément de coûts de serveur. Ouais. Donc nous, on a quand même bien moins de marge comparé à d'autres SaaS. Donc tu rajoutes l'aspect technique, l'aspect traitement vidéo, moins de marge. On allait se casser les dents, se péter les dents directement dans la gueule du loup. Et en termes de learning, etc., tu vois, je suis sûr si dans nos carrières derrière, il y aura d'autres projets, vous allez vous reposer, mieux réfléchir
soit tous ensemble, ou peut-être plus tard, on sait pas. En termes de compétences, et juste de se dire, ok, je me mets à la troisième personne, j'arrive à réfléchir, qu'est-ce que je peux créer de simple, pas trop compliqué en tech, et qui me rapporte le plus. Et en fait, on a switché directement grâce à toutes les compétences qu'on a récoltées avec SendShort. Et c'est ça le plus important, le plus incroyable, moi je pense. Bah, moi, je le dis à chaque fois quand on me demande et tout, comment t'as appris à dev et tout. J'ai commencé SendShort, je savais pas dev. Genre, par rapport à tout ce que je sais maintenant, tout ce que ce projet m'a appris, que ce soit en termes de dev, de marketing, d'expérience utilisateur, du UI, du X, etc. En fait, faire un projet comme ça m'a appris, mais de fou malade. Ouais, donc si vous voulez accroître vos compétences dans n'importe quel domaine, lancer des projets, en fait, c'est vraiment en testant comme ça. Même si on n'a pas commencé par le plus simple, on s'en fout. Genre, on a appris tellement de choses qu'on relance un autre truc, ça sera 1000 fois plus simple que ce qu'on a fait là, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par le plus simple. Pour un premier SaaS, il y a beaucoup plus simple à faire. Les gens ils disent oui, c'est juste, ils font juste des sous-titres. Non les gars, c'est pas ça. Je crois que vous êtes trompés. Retestez le tool, regardez chaque étape et vous imaginez pas le temps passé, les réflexions. Et ce qui est incroyable, nous on vient du e-com avec Hugo, c'est qu'on a des solutions tout en place comme des Shopify. Et qu'est-ce que ça nous change la vie. Ouais, bah là, sur Shopify, ouais, tu veux changer quelque chose, tu le modifies direct. Là, faut que tu donnes l'idée au développeur, faut qu'il la comprenne. Et ensuite, ça y a des itérations pendant un certain temps. Tu vois qu'en fait, ce que tu avais prédit, bah, ça se passe pas. Ce à quoi tu avais pensé, ça se passe pas correctement. Il faut revenir sur ce que tu avais fait, il faut en parler avec le dev, il faut en réitérer derrière. C'est un travail de longue haleine, ouais. C'est monstrueux le Ouais. travail. Je voulais revoir cette partie, en fait, comment on est passé. Donc, il y avait la partie b-roll, etc. Où, donc, là où on s'est complètement raté, où il y avait cette cassure du tool. Et c'est surtout Axel et Hugo, où vous avez repensé le truc. Vous avez fait de la merde aussi. Non, justement, après, Faut le dire. quand vous avez justement, comment vous avez corrigé ça, dans ce qu'on avait appelé la one page, comment vous en êtes arrivé à cette réflexion-là, de se dire, bah, on va tout caler comme ça ici, etc. Parce que de base, bah, c'est vous qui avez commencé ce chantier-là. On s'est dit, bah, même quand on regardait les outils de la concurrence, toutes les étapes étaient réunies au même endroit. Donc on se dit, bah, c'est vrai que c'est la méthode la plus simple de tout réunir au même endroit que plutôt de faire 3 steps différents comme on avait auparavant. On avait déjà des designs un peu sur un Figma qu'on avait fait nous-mêmes ou qu'on avait fait faire. Et du coup, on s'en est fortement inspiré de ça. Après, évidemment, quand on design un truc, on pense pas forcément à tout. Donc il y a forcément plein de trucs qui sont arrivés par la suite. Et ouais, comme on l'a dit, c'est avec Hugo, en faisant un certain nombre d'itérations, on en a fait beaucoup en plus pour la one page. On est arrivé à trouver ce qui nous semble le plus le mieux pour cette partie-là, quoi. Ouais, voilà, mettre en avant les principales features et mettre en option du coup celles qui sont le moins utilisées. Donc ouais, pour revenir sur la première page, donc, sur laquelle on avait ajouté le b-roll, en fait au début c'était un outil où tu croppes et ensuite tu sous-titres. Donc ça paraissait logique de faire en 2 étapes, ça nous était même pas venu à l'esprit de faire sur une one page. Donc le plus simple en fait pour la partie b-roll, quand on ajoutait les b-roll, c'était de l'ajouter. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait le nombre de personnes qui utilisent les b-roll, c'était ridicule par rapport à la masse. Donc ça faisait un clic en plus. C'était, on peut le dire, insupportable. Hein. La Insupportable. Moi, je Vincent, hurlais dessus. Vincent et Romain qui avaient testé l'outil sur vous et Romain sur Insupportable parce que ce qui est bien, c'est vu que je fais du contenu, bah, j'utilise le tool pour l'améliorer, c'est le but. Et moi, je pétais un câble. Hein. Je lui disais, mais c'est quoi votre merde là? Et c'était frustrant. Moi, en plus, après, donc, j'ai rejoint Axel sur le dev. Et donc, je passais la plupart de mon temps donc, à développer sur la nouvelle version. Donc, parce que du coup, au lieu d'avoir plusieurs pages différentes, donc, parce que l'application, en fait, donc, on chargeait une première page, donc, qui était la page du menu. Le mec, il cliquait sur éditer, ça lui rechargeait une autre page. Tu avais toute la partie recadrage en premier lieu. Donc, le temps que ça lui charge ses scènes, etc. Ensuite, il cliquait sur suivant. Là, ça lui chargeait une nouvelle page avec les b-roll. Il recliquait sur suivant et là, ça lui rechargeait les sous-titres. Et là, le gars, c'est bon, tu l'avais épuisé, les gars. En fait, Ah ouais, vraiment une là-dessus. usine à gaz. Et moi, toute la journée, je bossais sur le dev de la nouvelle page. Le soir, je voulais refaire des shorts. J'allais sur l'app. J'avais envie de me foutre en l'air. Ah, tellement c'est un c'était enfer. Ouais, le jour et la même nuit. quand on bossait sur les premières versions de la one page et après quand on revenait sur l'app classique, oh la vache, Une oh grosse là, claque, ouais. le monde d'écart quoi. Après, on avait fait ça aussi parce qu'il y avait une certaine contrainte technique aussi. On Ouais. avait fait ça parce que justement, fameux outil que tu as parlé, on ne l'avait pas encore découvert. Et comme on faisait tout nous-mêmes, il y avait une certaine contrainte technique. Ah, c'est vrai. Vous pouvez les Qui dire, faisait que ça. les outils? En Oui, c'est un fait- outil open. Je sais pas si c'est open source. Si, mais- c'est open source. Ça C'est s'appelle Remotion. C'est pour faire du montage vidéo par code. Donc c'est super pratique parce que du coup, toi, tu
T'es plus obligé d'avoir cette technicité dans le montage vidéo. Toi, tu peux te focus sur ton code, comment tu vas monter ta vidéo par le code. Et ça, c'est ce qui nous a sauvé la mise sur ce truc-là. Et le jour, donc, on est passé sur cet outil, plus on a intégré le tout en un dans une seule page, voilà, les clients nous ont dit merci. Merci les gars. Ouais, merci. Allez, Et les on retours a eu un utilisateurs, merci. c'est Et ça, c'est incroyable. Moi, je voulais revenir sur cet aspect et donner l'outil marketing qui te permet de revenir à la base dans ton tool. C'est mon gars Dylan Williams qui a bossé aussi sur toute la partie product et qui nous a refait la LP. Je vais faire une petite aparté parce qu'il faut quand même parler de la landing page et qu'on est resté trop longtemps avec une landing page qui ne convertissait pas. Et il faut que votre landing page, elle donne juste une seule action, faire tester l'outil. Il faut que le mec, il aille dessus, il se dise, je veux tester. Je veux envoyer. Genre, la seule action, il faut qu'il arrive, il faut qu'il se mange une tarte sur ta LP et qu'il se dise comment je vais aller tester et pourquoi c'est fait pour moi. Donc, il faut qu'il arrive dessus, il capte direct. Donc, ça, c'est le travail de l'agence Seed. Donc, j'ai un podcast aussi, le tout premier de ma chaîne avec qui j'étais aux US avec Dylan. Un peu gênant parce que c'est la première vidéo de moi sur Internet et compliqué, mais bon, on la laisse. Mais du coup, ce qui est marrant, ce qui est hyper important, c'est prendre tous vos concurrents ou concurrents directs, indirects dans votre marché. Vous tirez un Figma. Donc Figma, logiciel, vous pouvez éditer, etc. dessus, faire du design. Vous prenez chaque étape, comme en e-com que j'ai fait récemment, Hugo. Tu screens chaque partie du funnel de tous tes concurrents. Tu analyses, ok, pourquoi ils ont mis ça là? Ok, bah là, attends, je peux réduire telle étape. Non, mais les gars, en faisant ça, on peut réduire 3 étapes. Et ce qui est hyper important, c'est que vous, quand vous avez dev, quand on vous donne un Figma sous les yeux, c'est vrai. game changer. Ouais. Déjà, ça évite les allers-retours. Déjà, Il faut vraiment se dire, il faut qu'il y ait le moins de messages et d'interactions entre nous pour que tout le monde soit focus dans sa partie. Donc, tirer un Figma, payer une prestation pour une LP qui convertit, c'est un métier. Je pense que ça, c'est hyper important. Et tu es d'accord avec moi, Hugo, en termes de coût et de market, avoir une bonne LP, c'est juste game changer au niveau de la valeur perçue et les résultats. Bah ouais, en fait, La la landing convainc. page, c'est ce qui va motiver la personne à tester l'outil. Donc tu peux avoir un outil le plus incroyable possible. Si tu as une landing page qui motive pas, qui motive pas à cliquer et à tester, bah, derrière, tu perds une quantité incroyable de personnes. Quand tu as une landing page qui fait 10 scrolls, qui détaille des features floues qui vont même pas intéresser la majorité des gens, bah, tu perds les gens. Et vraiment, faut se focus. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment se focus sur ce qui se faisait, sur les rendus, sur ce que les gens vont avoir en utilisant l'outil, en les faisant rêver en fait simplement et les motiver à cliquer sur le bouton tester, quoi. Et puis, il faut une fois que tu arrives, il faut bien donner envie sur la page login, montrer que ça vit ton tool, rajouter du social proof, de la preuve sociale, les gens qui utilisent, la note que tu peux avoir au niveau de ton tool. Et ce qui est hyper important, c'est toute la partie aussi onboarding quand il arrive dedans. Faut vraiment le prendre par la main. Le Golemon, Homer Simpson, il ne connaît pas, tu vois. Faut le prendre dans la main, comme ça, par la main, et hop, tu l'accompagnes. Il arrive sur ton site, il doit se dire wow, est-ce que c'est fait pour moi? Ok, je vais tester. Oh, c'est incroyable, tu vois. Il arrive, il va sur ta LP, il trouve ça trop bien, il clique sur abonner. Faut qu'il se dise ok, bah, je sais pas faire, comment le tuto onboarding va permettre d'aider et comment je vais pouvoir comprendre vraiment que c'est fait pour moi. Et c'est parce qu'il va le tester et va dire l'expérience est incroyable qu'il va prendre sa CB, l'insérer et être ok d'être débité tous les mois. Mais derrière, pour qu'un mec soit ok d'être débité tous les mois, il faut répondre à son besoin précis, créer le produit parfait pour lui. Et en plus de ça, tout l'aspect technique et SAV que ça suit derrière. Parce que là, c'est pas de l'e-com, c'est pas du one-shot ou autre chose. Nous, on a eu beaucoup de débats avec Hugo là-dessus. En termes de produits, c'est le plus dur qu'il y a à faire. Surtout en plus Sendshort qui est du montage vidéo où ça évolue extrêmement vite au passage. Et il faut être tout le temps à la page et envoyer constamment. Mais il faut se dire comment on crée de la valeur, comment on va faire pour qu'un mec accepte de se faire débiter tous les mois un produit. Et justement, tu parles d'onboarding et ça, c'est une des erreurs qu'on a fait aussi, c'est que c'est les tutos dans l'étape, parce que j'ai pas précisé avant. C'est les tutos quand tu arrives dans l'outil pour bien comprendre en gros. et bah, c'est qu'on n'en a pas.
Ça sera sûrement sorti quand Et ça a ce été une podcast des plus sortira. grosses erreurs parce qu'on n'a pas assez pris du recul, on a été trop dans la feature. Et tout Voilà. ce qu'on a fait, je suis sûr, avec un onboarding au niveau de nos conversions, Ouais. ça aurait été monstrueux. Ça aurait dû être fait bien avant. Et là, on vous donne une des erreurs, comme par exemple à la sortie, j'aurais dû collecter plus de mails avant, faire un pré-lancement, collecter le mail et après sortir. Comme ça, on aurait évité 1 mois ou 2 de galère de dev, tu vois, en plus. Donc, ouais, mais en fait, c'est encore une fois, c'est une question de timing où à chaque fois, on a voulu aller vraiment trop vite de partout. Et sauf, la fondation suivait pas, ou la LP, ou l'onboarding. Et en fait, c'est une course contre la montre, sachant que vous avez moins de temps disponible en termes de dev, parce qu'il faut remettre à l'idée que le soir, vous rentrez, vous développez. On a notre partie de notre côté où on est déjà full business, Hugo et moi. Et on a quand même réussi à bâtir tout ça à côté, ce qui est bien, mais on allait trop vite et on a raté beaucoup trop d'étapes sur certaines choses. Et là, par exemple, comme tu disais, pour l'onboarding, on réinvente pas la roue. On a pris le Figma, on a pris 4-5 autres sites, on a fait les tests d'onboarding qu'ils ont fait et on s'est dit, sur celui-là, ça c'est bien, sur celui-là, ça c'est bien, sur celui-là, ça c'est bien. Et en gros, on a pris tous les meilleurs trucs et on les met sur le nôtre et là, on est en train de faire un onboarding de fou malade. Et le gars, il se connecte, il arrive sur la plateforme, il est accompagné de bout en bout et comme ça, il découvre l'outil. Il n'est pas apeuré par l'outil en fait, de par plusieurs les boutons qu'il y a par-ci par-là. En fait, là, vraiment, il est guidé, on le tient par la main et quand tu guides quelqu'un par la main, et après, il va arriver, il sera beaucoup plus à même d'utiliser ton application et de sortir la CB parce qu'au final, le but de l'application, c'est quand même que l'utilisateur il convertisse. C'est pas gratuit les jacuzzi à Cannes. Et l'onboarding joue beaucoup. Je pense qu'on peut switcher un peu sur une partie marketing, vu que là, on a bien été dans le product. Nous, on est parti en stratégie en se disant, OK, on part de 200 €. Le défi, c'est qu'on n'injecte pas. Et on est là en mode, OK, comment on a fait le levier ? Et en fait, on a dû jouer avec notre fonds de roulement constamment. On a dû aller chercher en fait, du placement Pas de levée de à fonds notre ici. échelle. Non, ça nous intéresse pas. Et en termes de marketing, pas de product hunt non plus. Parce que c'est pas notre image. On a regardé pas mal de gars qui ont fait des product hunt. En fait, le temps passé dessus par rapport à ce que ça rapporte, nous on s'en fout. On préfère mettre nos efforts sur de l'influence pure et dure et notre énergie dessus. Il y a un mec, il a dit Sendshort, c'est l'outil du peuple. Et c'est ça qui est drôle, c'est des gars qu'on n'est pas du tout voués à faire ça, qu'on le fait quand même et on vous montre. C'est bien. Ouais, en termes de marketing, on a eu un gros problème, Hugo, je pense, c'est tout l'aspect curieux IA sur la mode de l'IA. Il faut savoir que le marketing à la base, c'est ramener sur la landing page le maximum de monde le plus qualifié possible, au coût le moins cher possible. Et ça, on est dans l'e-commerce depuis certains temps et on l'avait un peu oublié. Sendshort, on avait voulu au début surfer sur la vague de la hype de l'IA, donc on s'est dit naïvement... Sauf que les mecs, ils s'y mettent un coup de CB, c'est bien, C'est mais ça, derrière, ils l'enlèvent le deuxième mois. C'est ça, ouais, le nombre de curieux était astronomique, donc ça a joué aussi sur le churn derrière. Là, tu le vois direct sur les mecs qui mettent la CB et qui cancellent l'abonnement direct. Ah ouais. C'était juste pour tester 1 mois, quoi. Et ça, c'est pas le genre de personne qu'on voulait. Ça, c'est bien. Après, il faut mesurer aussi, il y a le bon churn. Il y a des gars, ils reviennent dans l'année, c'est par période. Mais encore une fois, il faut aller viser des créateurs qualifiés et qui ont vraiment un besoin constant, qui font tout le temps de la création de contenu, sans pour autant qu'ils aillent utiliser un monteur. Ou alors, c'est le monteur qui va passer par Sendshort. Il y a plein d'agences qui utilisent Sendshort et ça, c'est cool. Ça veut dire que notre produit est bien. Et c'est ça qui est beau, c'est que derrière, on avait créé Sendshort à la base pour aider les créateurs de contenu qui n'avaient pas forcément les moyens de payer un monteur ou les capacités de montage nécessaires pour faire des beaux shorts. Et maintenant, on a des monteurs de certaines des plus grosses chaînes qui utilisent Sendshort. On pense à des Guillaume Play. Pour les podcasts. Et ouais. Il y en a plusieurs. Qui lui-même ne savait pas que c'était Sendshort qui était utilisé pour ses shorts. Ouais, je sais que toute l'équipe de Baloo aussi sur leurs médias utilise Sendshort. Enfin, il y a vraiment du beau monde qui utilise le tool. Et moi, je pense que ce mode de découpe YouTube va faire que s'accentuer, surtout sur des formats beaucoup plus raw maintenant. Donc longue vidéo, des formats vlog. En fait, c'est parfait pour ça. Derrière, on vient y mettre toutes les implémentations qu'il faut au niveau de l'édition, aussi bien qu'un monteur. Et ouais, le but, c'est donner l'outil de génération. En fait, c'est même un outil de génération de leads pour des gens. C'est faire une vidéo longue, découper plein de passages, envoyer en short, monter leur vidéo YouTube parce que maintenant, tu as même le bouton qui permet de renvoyer vers la vidéo longue. Et en fait, ouais, c'est un outil de génération de contenu, de génération de leads pour certains, via du trafic organique et envoyer. Et quand on voit que tu peux tomber à très faible prix sur un short, c'est l'outil qui permet de donner quantité, qualité
et égale résultat, quoi. Quand tu vois la viralité de certains shorts, ce que ça apporte au podcast derrière, c'est monstrueux. Et pour les moyens qui sont mis en place, donc avec l'abonnement SendShort, le retour sur investissement est juste incroyable, quoi. Bah, on a par exemple Malek, notre frérot qui nous suit depuis le début et qui utilise SendShort depuis le début, Autour de moi, qui fait des shorts à plusieurs millions de vues Mhm. grâce à ça, et lui ça lui booste sa visibilité sur sa chaîne YouTube, etc. Et c'est un cercle vertueux en fait. Il fait des vidéos sur YouTube, il découpe avec SendShort, il fait des shorts et ça repousse vers sa chaîne YouTube, et en fait ça fait un super cercle vertueux. c'est ça. Il faut vraiment le voir comme un moyen de toucher une autre audience que tu n'as pas forcément de base. Et ça, c'est la puissance des shorts, parce que quand on voit au niveau des algorithmes sur TikTok, etc., comment ça fonctionne, c'est lâché en brode dans la nature et ils testent sur 1000 personnes comment ça répond. Donc nous, le défi aussi, c'est d'aider et documenter. C'est pour ça, dans l'aspect du tool, on a toute une partie qui va aider. Et sur les comptes, nos réseaux sociaux, on a par exemple Ange qui va faire des tutos vidéo. D'ailleurs, Ange, on t'embrasse. C'est le créateur contenu qui travaille avec nous sur le SendShort FR, qui va faire des vidéos repost ou des vidéos tuto du tool, et aussi sur YouTube. Et maintenant, on commence à lui donner et lui faire confiance, toucher à d'autres parties et commencer à petit avec Hugo à nous aider en market. Donc big up à toi. Et ce qui est bien, c'est en plus, quand tu crées une communauté comme ça, tu peux avoir des gars comme lui qui sont hyper motivés à venir bosser. Il est au lycée en plus. Et tu peux attirer des jeunes pépites, des jeunes cracks comme ça. Et c'est incroyable. Encore un étudiant. Je crée une mafia. Je crée une mafia, C'est un moi. tool d'étudiant en fait. Ouais, c'est ça. Je crée une mafia d'étudiants. C'est ça qui est incroyable. Et ouais, après, il faut toujours se dire, c'est quoi les leviers qui vont pouvoir te donner énormément de trafic, énormément de visibilité à court et moyen terme. Il faut du court terme parce qu'il faut faire rentrer. Quand tu lèves pas, etc., il faut faire rentrer du cash instantané. Et derrière, il faut trouver les axes de croissance rapide et plus long terme. Donc c'est ce qu'on fait en documentant et en créant du contenu, en amenant de la valeur aux gens. Moi, je voulais venir aussi sur juste une petite partie du tool au niveau vulgarisation. Nous, on a vu qu'il y avait un vrai problème. C'est pour les découpes. En fait, il y a un gros frein. C'est passer du temps à chercher le meilleur moment. Et on essaye de l'expliquer aux gens, mais les gars, c'est pas comme ça que vous aurez le meilleur hook. Tu vois, la feature que tu as finie, et en fait, c'est juste game changer, parce que en réalité, c'est ce que les gens ils voulaient vraiment. C'est une présélection de leur moment ou un truc. Et forcément, en fait, la barrière à l'entrée de obligé de te retaper tous les moments dans ton podcast parce que t'as pas eu le choix. En fait, ça aurait peut-être dû être une des premières features à mettre en place. Et en plus, c'est la première feature d'entrée dans le tool, tu vois, quand tu apportes ta vidéo YouTube. Donc, revenir à la base. Et là, on a été mauvais, on s'est planté complet. Parce que celle-là, c'est celle qui revient constamment. Tout le monde me dit, ok, c'est incroyable l'édition et tout ce qu'il y a derrière, mais je passe toujours autant de temps à devoir choisir les passages. Mais non, on se dit, mais non, c'est pas possible. Tu sélectionnes les meilleurs hooks, ton meilleur passage. Mais le mec, en fait, justement, il paye pour ça. C'est pour payer et ne pas avoir détecté les meilleurs passages et les meilleurs moments. Du coup, on a créé une recherche via mots-clés, Axel, des présélections de moments IA. Il y a des concurrents qui en découpent plusieurs en même temps, qui sont hors de prix. Nous, on fait un short qualité monteur, bien fait, rapide, efficace, que tu peux programmer sur tes réseaux sociaux. Surtout qu'on laisse toujours le choix, c'est-à-dire l'IA, elle suggère un moment de la vidéo, elle suggère même plusieurs moments dans ta vidéo qui pourraient être intéressants. Et après, c'est à toi de choisir quel moment en fonction de tes besoins, comparé à certaines plateformes qui existent, où tu n'as pas forcément le choix du moment choisi, c'est l'IA qui décide, et si le moment choisi ou le hook est pas bon, tant pis, quoi, parce que tu peux pas le remodifier derrière. Là, justement, ceux à qui on a fait tester pour l'instant, ils nous ont dit en fait c'est parfait ce que vous avez sorti, parce que c'est le juste milieu entre automatisation et sélection manuelle. Et en fait, ça nous aide dans le sens où ça accélère le moment qu'on doit chercher, mais on a la juste sélection après manuellement, où nous on peut redécaler exactement là où on veut pour pile poil avoir le bon hook. Et nous on reste persuadés dans le sens où nous, notre credo, en fait, c'était que un short, en fait, ça fonctionne uniquement grâce à son hook. Et c'est la chose principale que l'utilisateur il doit focus. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on était resté sur une sélection manuelle, parce que pour nous, les IA, elles ne connaissent pas la psychologie humaine, etc. Et il n'y a que le créateur de sa vidéo qui peut savoir exactement quel moment va intéresser les viewers. Et encore une fois, là, on a eu tort, c'est le marché qui a raison. Donc ça, c'est une erreur. On est là aussi pour montrer et expliquer. On s'était dit, au début, on avait parlé de cette feature-là. Mais on s'était dit, quand on testait Opus, en fait, on voyait très bien qu'il y avait c'est quoi le pourcentage de shorts exploitables quand tu rentrais ton podcast ou ton épisode. Et on s'est dit, c'est pas fou du tout, quoi. Vaut mieux que le mec choisisse son moment lui-même. Et pourtant, ils ont plus de trafic et ils ont mieux fonctionné. Pourquoi ? Parce que
C'est plus simple. C'est bête, mais C'est simple. t'as beau expliquer aux gens, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste un truc point and click. Le gars, Ouais. en fait, il veut que tu lui proposes, l'utilisateur, il veut que tu lui proposes le short clé en main, en fait, que lui, il est juste à cliquer, éditer, sortir, exporter le short, et voilà. Il veut pas avoir à passer du temps. Pas tous. Il y en a, si, eux, ils veulent avoir leur truc à la frame près, qui coupe à ce moment-là, etc. Mais là, D'ailleurs, les mecs les plus pointus Voilà. dans le marché sont chez nous, c'est pas pour rien. mais les autres, ils veulent juste pouvoir sortir du contenu hyper rapidement. T'ouvres l'app, tu as un moment qui t'est proposé, hop, tu le sors en short et basta. Faut pas que ça dure plus de 5 minutes, quoi. Et c'est ça qui permet de vulgariser à mort le tool Voilà. et faire beaucoup plus d'argent parce que en faisant ça, vous allez attirer beaucoup plus de monde. Enfin, là, c'est ce qu'on a fait et on le voit en termes de résultats directs. Ouais. Et donc, en fait, je pense que un bon juste milieu pour un tool qui explose, c'est facile à utiliser, mais où tu as une profondeur d'utilisation. Dans le sens où l'utilisateur casual, il peut l'utiliser rapidement, comprendre facilement comment ça s'utilise. Mais le mec qui a envie de bidouiller ses settings, etc., et ben, il peut aussi. Et donc, il faut pouvoir satisfaire les deux en proposant des settings poussés, mais aussi en offrant une expérience facile à l'utilisateur qui n'a pas envie de se prendre la tête. Moi, j'ai un exemple, c'est du Apple, hein. Un iPhone ou un Voilà. Mac. Ouais, voilà, Mhm. carrément. C'est un peu Si les- tu veux un truc poussé, bah il y a tout dessus. Ouais. Mais tu veux l'utilisation lambda, ton grand-père il est capable de l'utiliser sans aucun problème. Ouais. Et c'est vraiment l'esprit, l'image qu'on doit se dire à chaque fois, c'est comment on vulgarise ce truc-là et comment on arrive à rester mainstream, mais en donnant de la qualité, de la profondeur à l'outil. Et ouais, après, bah forcément, le côté market rejoint énormément le produit, on le voit. Après, les vrais axes de grosses, si tu crées le produit parfait, ça se répand tout seul. Si tu mets énormément de temps à créer vraiment l'outil parfait pour les gens, ça snowball tout seul. Et c'est ça qui est incroyable. Ou derrière, tu vas faire un placement, bah en fait, chaque personne qui utilise le tool, il y a une patte, il y a un truc qui va te dire, mais c'est trop bien, je suis obligé de le prendre. Ou alors, il va en parler, il va le recommander. Et nous, on a eu énormément de recommandations de SendShort de personnes. On est juste là pour continuer de pousser. Après, en termes techniques, on a énormément avancé. C'est énormément de temps de dev parce que l'outil est en constante évolution, mais là, ça fait plaisir de voir la Ouais. version finale. Et en tout cas, ce qu'on s'est dit sur le papier, il est là. Et la mission de créer encore le meilleur tool possible, il est là encore. Un jour, il sera vraiment, vraiment, vraiment reconnu à sa juste valeur. Nous, il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, l'outil. Ça arrive. On est là pour faire ça avec Hugo et aussi faire rentrer encore beaucoup plus de cash parce que le cash, c'est important. Et du coup, si tu devais donner un conseil, parce que souvent j'ai des gens qui. Parce que moi j'ai la chance de bosser avec vous et que c'est vous qui gériez cette partie-là de marketing, etc. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent: ouais, Romain, comment je peux faire en fait pour lancer mon SaaS, en fait, que ce soit un mec en dev, en marketing, etc. Tu vois, bah, nous on avait de la chance que toi tu avais déjà une audience, etc. Comment un mec qui de base a pas d'audience, pas beaucoup de budget, tu vois, c'est quoi sa strat pour pouvoir lancer un produit? Déjà, fais ta merde tous les jours sur les réseaux sociaux et tweet ta merde, genre tous les jours. Tu fais un truc, tweet-le. Tu vas quelque part, tweet-le. Tu fais un truc, tweet-le. En fait, les gens t'oublient. T'as besoin de rester dans leur tête constamment. T'as besoin de partager du contenu. Essaye même de documenter un max via YouTube. T'as pas besoin de je ne sais quoi, un iPhone, un trépied, ça suffit. Si déjà t'as le courage de faire ça, c'est bien. Il faut le faire. Tu veux des résultats que les autres n'ont pas, bah faut créer le contenu que les autres ne font pas. Je pense que ça, c'est le meilleur axe et le meilleur levier. Et ensuite, bah, tout simplement, je pense aller chercher de l'affiliation en contactant le maximum de gens dans sa niche et son audience. De toute façon, tu n'as pas d'argent. Donc, au début, tu donnes de ton temps. Tu vas chercher du micro. Et du micro influe ou de l'influence à ton échelle. Augmente ton réseau. Et ouais, si tu te fais pote avec des gens qui ont une audience, etc., tu peux le placer plus facilement. Bah, forcément, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, j'avais vu un mec qui disait que au début, quand t'as pas d'argent, bah faut utiliser ton temps que t'as pour justement essayer de faire croître ton produit. Faut pas essayer d'automatiser. C'est moi, non? Ouais, c'était toi. Faut pas essayer d'automatiser dès le départ. En fait, ça sert à rien d'automatiser un truc qui n'existe pas. Et au départ, donc, tu vas utiliser ton temps pour chercher toute cette voilà, commencer à lancer ton produit. Et une fois que tu as l'argent, et bah là, tu vas essayer d'automatiser le plus de choses possible pour essayer justement de compound sur ce truc, sur tout ce que tu auras mis en place avant, quoi. Hugo, t'en penses quoi? Bah, franchement, tout est dit là. Vraiment, si t'as pas. Tu ferais quoi, genre t'es zéro?
Tu lances un tool, t'as 0. Bah, j'essaye de contacter les grosses têtes dans le milieu, les références, les personnes qui pourront parler du projet. Franchement, j'essaye d'avoir un nombre de feedback incroyable. Vraiment me focus sur les features principales, sur le tool, celles qui vont apporter le plus. Si c'est possible, bah, affiliation à fond et micro-entreprise et ouais, faire du contact avec le maximum de personnes. J'ai dit quoi Micro-entreprise. Ah, je suis fou, moi. Ah, je pense que c'est pas mal. Moi, il y a un truc aussi, il y a un axe, c'est donner tout ce que les autres. Donner gratuit tout ce que tu donnes gratuit. Par exemple, si tu fais une formation dans un truc dans ta niche, tu le donnes gratos et tu dis, bah les gars, utilisez mon tool. Ou alors tu crées énormément de contenu de valeur ou de temps, des guides, etc. Et tu peux le partager. Je pense que ça peut être un bon axe de grosse. En partant de zéro, ouais, je pense que ça, c'est vraiment puissant. Tu donnes une formation complète gratuite ou alors tu te débrouilles pour choper. C'est revendre à des gens à qui tu as déjà en audience ou que tu possèdes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, nous, on est en train de tenter de mettre en place et on a quasiment fini sur un de nos projets. Les listes et les gens, tu les as déjà. Essaye d'attirer les gens et déjà les avoir et après, tu pourras leur vendre un truc. Si tu as déjà un écosystème en place qui crache du volume, c'est trop simple, entre guillemets, d'aller leur poser des questions et trouver une solution et leur dire ok, qu'est-ce qui ferait que vous mettriez votre CB tous les mois sur une solution par rapport à une grosse liste ou une grosse audience que tu as déjà. Essaye de réfléchir comme ça, prends le maximum de feedback, appelle le plus de monde et ça c'est le meilleur levier. C'est parce que si tu as déjà une grosse audience qui crache du volume en termes de visibilité et de gens que tu peux attirer, que ce soit dans une base mail, newsletter ou alors juste ils ont déjà acheté un produit chez toi, si derrière tu vas les revendre quelque chose ou juste les recontacter, bah, ça sera beaucoup plus simple. Donc ça évite de... Là, on partait vraiment de zéro, mais trouve les leviers, les axes pour faire du 80-20 et attirer le plus de trafic possible. Ou alors t'associer, par exemple, à un influenceur qui a déjà une très grosse audience et lui dire, bah regarde, au lieu de vendre je ne sais quoi, au lieu de faire quelque chose où tu galères à monétiser, viens, on crée un outil et tu te sers de son audience pour être l'emblème et la personne devant l'outil pour ramener la visibilité et revendre des abonnements. Je pense que ça, c'est... Si je repartirais de zéro, j'irais chercher un gros influx et m'associer avec lui. Ou alors, j'ai déjà, comme on a une grosse audience, énormément d'emails sur un projet. Oui, mais si t'as un bon produit, franchement, n'hésite pas à harceler, comme disait Vincent, les influenceurs, les gens qui ont ton audience, qui ont l'audience dont tu as besoin. Et au bout, bah, tu arriveras forcément à en faire quelque chose et t'associer avec quelqu'un pour... Mais en vrai, c'est tellement un axe cheaté. Genre, regarde, demain, tu vas voir un Zach Nani. Vous avez vu le volume et la capacité de visibilité qu'il peut ramener? Là, ok, il a fait son truc de casse-dalle, c'est sur notre audience et tout, mais imaginez, il aurait sorti un SaaS ou un truc de ce type. Ah ouais. Bah non, mais du coup, le gars qui lui en tire profit de ça, c'est le restaurateur avec qui il s'est associé. Oui, Lui, mais oui. c'était Mais imagine, genre, pas des restaurants comme il a fait, genre une app avec des abonnements sur son audience. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'un SaaS, c'est une vraie entreprise et tu vas pas dégrader ta valeur perçue contre un abonnement. Tu vois, ça a quand même un autre positionnement dû au truc complexe et c'est bien plus intéressant, je pense, de vendre un SaaS que vendre un infoproduit à une audience. Tu peux créer le meilleur infoproduit, mais la valeur perçue, et si tu rends des gens accros à ton tool et qu'ils l'utilisent tous les jours, bah, c'est bien plus supérieur et en plus, ça a une bien meilleure valorisation qu'un business où tu es dépendant directement. Le truc du SaaS, c'est que vu que tu offres directement un produit, c'est que l'utilisateur, bah, il en tire directement le bénéfice, alors que l'infoproduit, bah, l'utilisateur, il a beau acheter ta formation par exemple, si lui il met pas en place les choses derrière, bah, ça va pas marcher, il va être déçu, il va te dire bah, ça marche pas ton truc. Et du coup, dans le sens où bah, le SaaS, vu qu'il paye, il a directement ce qu'il veut, t'as pas de chance de décevoir l'utilisateur. Romain, comment tu le vois l'avenir du tool? L'avenir du tool, je le vois bien déjà. Non, je le vois continuer sur sa lancée, aller encore plus vite. Déjà, les main fonctionnalités qu'on voulait mettre, là on arrive au bout. Au départ, quand on a tout ce qu'on a mis jusqu'à présent, en fait, c'est toutes les idées qu'on a eues au départ. Vraiment, quand on a commencé tout, on voulait vraiment faire ça. On avait une liste comme ça de trucs. Bon, maintenant, elle est comme ça, donc c'est déjà bien. Il reste 2-3 trucs importants qu'on veut rajouter. Et après, une fois qu'on aura mis vraiment en termes de fonctionnalités pures qu'on attendait de l'application, et ben là, on verra comment améliorer vraiment l'expérience utilisateur avec ces outils qu'on leur met à disposition. Comment faire en sorte que ça soit encore plus simple à utiliser sans rajouter de fonctionnalité ni rien, mais que l'utilisateur il soit encore mieux sur la plateforme et qu'il ait encore plus envie de faire des shorts, etc. Et on a déjà quelques idées en tête pas en termes de fonctionnalité, mais comment accompagner encore l'utilisateur derrière
pour l'aider à accroître encore plus sa visibilité. Donc je pense que ça sera vraiment un secteur intéressant à prendre de notre côté. Et ensuite sur le tool, de mon côté perso, je vais rejoindre encore plus Vincent et Hugo sur la partie marketing, etc. En me mettant encore plus en avant pour essayer d'aller chercher un autre créneau. En fait, on a déjà une bonne audience avec BX, mais il y a d'autres audiences à aller chercher et moi, c'est celle-là que je vais aller chercher de mon côté. Et donc, ça passera par création de contenu, LinkedIn, Twitter, YouTube et TikTok aussi. Et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, abonnez-vous dans la ici description. déjà pour commencer. Et donc, voilà, donc, tous ces axes d'amélioration, ça fera que ça poussera, ça amènera à pousser l'app vers le haut. Je crois que tout a été dit à peu près. Le contenu short, je crois que c'est pas prêt de tomber. Le contenu podcast, il est en pleine ascension encore. Surtout en France. C'est vrai, surtout en francophonie, ouais. Au niveau de l'outil, continuer d'ajouter des petites features, ça a quasiment la totalité de ce qui est le plus intéressant. Continuer de suivre la tendance, continuer d'écouter les retours des utilisateurs et se focus sur aussi sur les features principales. Produire le meilleur, être les meilleurs de ce qui se fait sur le marché. Moi, comment je le vois, l'avenir du tool, c'est qu'on a eu un grand passage on apprend, on se casse la gueule, on réduit les problèmes de churn, on stabilise le tool, j'arrive au plafond de mon audience et comment j'ai pushé. Et là, maintenant, ça va être un nouveau cycle. En fait, on a réussi à avoir un produit ultime, banger et incroyable. Parce que je pèse mes mots, il est incroyable l'outil. On va continuer à l'améliorer constamment, bien sûr. Mais surtout, on va entrer dans une nouvelle phase qui va être la plus intéressante désormais, où on a notre base de posée. Et maintenant, on va pouvoir créer un écosystème autour de SendShort qui va rendre les utilisateurs accros au tool et accros à la génération de short. Et c'est là où en fait on doit travailler sur l'aspect rendre accro les utilisateurs, vraiment que ce soit SendShort qui est notre patte, qui est un truc en plus que les autres n'ont pas. Et on met notre focus là-dessus actuellement, on sait déjà quoi faire. 2, qu'ils puissent tous avoir la fonctionnalité de pouvoir planifier leur contenu, ce qui fait qu'ils ne vont pas s'arrêter dans la boucle. Et vraiment créer un système et une communauté de gens qui font des shorts, un noyau. Et quand tu arrives dans le tool, tu te dis, ok, genre c'est ici pour faire des shorts et c'est pas ailleurs. Et c'est ça ce nouveau cycle sur lequel on va travailler, plus ramener notre histoire et se dire qu'on part de 200 € et qu'on a eu plus de 100 000 utilisateurs dans le tool. Et avec 2 devs en école, 2 débutants encore en école, 2 débutants dans le monde du SaaS qui font leur switch de l'e-com sur un produit à recurring où ils peuvent pas bidouiller un site e-com où il y a des produits physiques à améliorer. On va continuer comme ça. Et ouais, ce nouveau cycle, il va être incroyable et on va continuer de documenter tout ça. On va plus le faire même. Moi, j'invite encore plus à Axel et Romain de pousser sur leur partie dev. Bon, Hugo, c'est le mec un peu plus du back-end de l'ombre, mais je suis sûr un jour, quand il va se mettre à créer du contenu, il aura énormément de choses à dire. C'est pas près d'arriver. Mais... Non, mais c'est vrai que du coup, là en vrai, on va arriver quasiment au 1 an de l'idée. De l'idée, ouais. Pas du lancement du tout, mais de l'idée, ouais. Ça a été 1 an d'apprentissage, en fait. Vraiment, on a tous appris. Et là, avec toutes les connaissances qu'on a acquis, là, on peut vraiment se dire qu'on se lance vraiment dans le truc et qu'on se lance correctement maintenant. Toutes les choses qu'on va faire maintenant, elles seront faites correctement par rapport au début. C'est sûr, maintenant, il y a du process. On sait les erreurs qu'on a fait ou qu'on ne doit pas refaire. Qui fait le mot de la fin, les gars? BX est là, SendShort est là. SendShort est là. SendShort sera là. SendShort sera là. Surtout, SendShort sera là. SendShort, l'équipe est là. Moi, je dirais juste un merci aux gens qui sont là depuis le début. Parce qu'il y a des gens qui nous ont soutenus. Que ce soit des likes, des RT, des recommandations, ou que je reçois des DM ou des gens qui m'envoient des messages pour me recommander des features, que ce soit moi, Romain, ou même Axel. Et même tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement et de Continuez. remerciements. Continuez, même si vous avez des questions, continuez. Merci pour la bienveillance. Puis même, comme avait dit Romain au début du tool, on a eu pas mal de problèmes et les gens ont toujours été bienveillants. Et ça fait hyper plaisir à lire, choses comme ça. Surtout quand vous passez énormément d'heures à coder et qu'il y a un résultat où même nous, on passe énormément de temps à avoir notre cerveau sur le futur de la suite. Moi, je terminerai juste un truc. On se félicite sur les résultats, pas les efforts, les gars. Il faut encore pousser. On est là pour tout prendre. Peut-être cet épisode, il peut être cool, mais toujours dans la direction de marquer Internet. Et c'est ça le plus important. Et merci Internet, parce que si on n'avait pas été dans le même Discord, Romain, Hugo et moi, il n'y aurait pas ça. On vit une aventure de fou. Ça nous permet de créer des moments cool quand on est tous ensemble ici en physique et on arrive à se poser et se dire, ok,
on sait pourquoi on bosse. En même temps, on prend full compétence, on gagne de l'argent et en plus, on aide les gens. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, faites de même, documentez. C'est normal de faire des erreurs, on les accepte. Même si j'ai un gros ego et j'ai du mal à accepter certaines de mes erreurs, je bosse dessus tous les jours. Et objectif, grossir, embarquer le plus de gens dans le bateau. Et voilà. Abonnez-vous. Merci énormément. Je pense que je vous embrasse. Testez le Et- tool, premier lien en commentaire. Va bosser, le lien, essayez, faites vos shorts, c'est gratuit. Amusez-vous. Ciao, ciao. On Allez, vous gros bisous. embrasse.